Depuis la fenêtre, on voit un château rose, bleu et blanc. C'est le château de la Belle au bois dormant. Patricia écarte le rideau, le regarde avec nostalgie, puis referme le rideau. Personne ne doit savoir qu'elle se cache dans ce motel sordide, juste en face de Disneyland, en Californie. Après la fusillade du supermarché, Bill, Emily et elle ont fui Los Angeles. À peine entrés dans ce motel, Bill allume la télé. La planque de leurs amis a été retrouvée. Ils comprennent que c'est le ticket de parking qu'ils avaient laissé dans le van qui les a trahis. Ils sont dévastés et regardent leurs camarades mourir. Patricia tremble. Elle ne dit rien. Puis elle s'enferme dans la salle de bain. Elle ne peut pas assister au carnage. C'est comme si elle regardait sa propre mort. Résumons les faits. Patricia est l'héritière d'une famille qui pèse des milliards de dollars. Elle a été enlevée par des terroristes révolutionnaires. Elle a stupéfié l'Amérique 2 mois plus tard en annonçant qu'elle devenait l'une des leurs. Elle a 20 ans, elle a braqué une banque. Le FBI a mené l'assaut sur la cachette du groupe et le public se demande si Patricia Hearst est l'une des victimes de cette scène de guerre. Vous écoutez le podcast Les Héritiers. Épisode 3, United States vs Patricia Hearst. Un an plus tôt, les membres de l'ALS étaient encore de jeunes gens avec des rêves plein la tête. Angela voulait être actrice, Willie, avec qui Patricia avait une relation, voulait devenir archéologue, et leur amie Camilla écrivait des poèmes. Ils sont morts avec leur chef Chinky et 2 autres camarades au cours d'une scène d'une rare violence. Les analyses ont parlé. Patricia ne figure pas parmi les corps carbonisés. Ses parents peuvent respirer, leur fille est toujours en vie. Mais leur gouvernante, la femme qui l'a élevée, n'est pas du tout du même avis. Elle regrette que Patricia ne soit pas morte. Elle le dit à la télé. Tout plutôt qu'être cette honte pour ses parents. Patricia entend ces mots et il la blesse profondément. Elle voudrait retourner à Los Angeles, tuer des policiers pour venger ses amis, mais ce serait de la folie. À la place, elle écrit un communiqué. Un de plus. On est le 7 juin 1974, plus de 4 mois après l'enlèvement, quand la radio fait de nouveau écouter la voix de Patricia, alias Tanya. Moi, je vais vous dire qui étaient mes camarades assassinés. Chinky avait dédié sa vie à la lutte pour les peuples opprimés. Angela était une femme magnifique. Willie était tellement gentil. Il m'a ouvert les yeux. Jamais je n'ai autant aimé quelqu'un. Mais vous savez quoi? Moi aussi, je suis morte dans ces flammes. Mais je renais de mes cendres. Et jamais je ne passerai le reste de ma vie avec des chiens comme les Hearst. Le père de Patricia n'est pas loin de se décourager. Mais il garde espoir. Elle a été à nous pendant 20 ans, dit-il. Eux l'ont eu 60 jours. Je ne crois pas qu'elle ait changé si vite. Patricia est persuadée du contraire. D'après elle, elle aurait été manipulée pendant 20 ans et ça n'aurait pris que 6 semaines à l'ALS pour lui ouvrir les yeux. Au lendemain du carnage, le groupe ne compte plus que 3 membres. Alors que faire? La décision est prise rapidement, continuer. Les individus les plus recherchés du pays s'enfoncent dans une vie de fugitifs. Et cette vie dure longtemps. 1 an et demi. Une longue cavale, faite de planques trouvées puis quittées 2 jours plus tard, le FBI aux trousses. De visites à des amis qui paniquent à l'idée d'accueillir des hors-la-loi et de longues journées sur l'autoroute, cachées sur la banquette arrière pour ne pas être reconnus. La cavale est une activité épuisante. Mais dans cette vie clandestine, un journaliste réussit à les retrouver. Voilà ce que lui dit Patricia. Tout dans mon éducation a tenté de me soumettre aux valeurs et aux idées de mes parents. Pendant 1 an et demi, ça m'allait de devenir une femme comme il faut. Alors qu'une partie de moi imaginait m'échapper de ma relation avec Steve, l'autre partie était heureuse de toutes ces photos de fiançailles et de l'idée de rester à la cuisine. Ma décision de rejoindre l'ALS a été le résultat d'un développement politique. Je me suis rendu compte que ce qu'il voulait accomplir était nécessaire. Comment peut-on s'opposer à l'idée de donner à manger à ceux qui ont faim? L'ALS, on ne peut pas le nier, a soulevé des questions justes.
Mais n'oublions pas qu'ils ont déjà cruellement et injustement assassiné un homme. Dans cette traque perpétuelle, Patricia, Bill et Emily trouvent de nouveaux complices. Patricia sort avec l'un d'eux. Il s'appelle Steve, lui aussi, comme son ex-petit ami. Elle continue la lutte avec lui. Maintenant, il fabrique des bombes. Il les colle sous des voitures de police et devant des commissariats. C'est un miracle qu'elle ne tue personne. Et il continue à braquer des banques. Patricia part en repérage, elle trouve une banque et elle fait son rapport. Il y a 2 baies vitrées ouvrant sur un mur cloisonnant l'espace de travail et la caisse. J'ai vu 7 employés, 5 femmes et 2 hommes. L'un est jeune et nerveux, l'autre, le manager, gros et noir. La nouvelle équipe braque une banque dans une ville qui s'appelle Carmichael. Patricia est chargée de faire le guet dans une voiture, mais c'est la catastrophe. Dans la panique, Emily tire au fusil à pompe sur une cliente qui s'effondre et meurt quelques minutes plus tard. L'ALS a fait une nouvelle victime. C'est avec ce traumatisme que continue la cavale. Mais ça se termine toujours de la même façon, les cavales. On est aidé par des amis qui eux aussi ont des amis, des frères, des sœurs, qui parlent. Les enquêteurs remontent leurs traces comme on traque un animal blessé. Le 18 septembre 1975, 1 an et demi après l'enlèvement, des policiers déguisés en hippies entrent dans la planque de Patricia à San Francisco. Elle se pétrifie. « J'ai mouillé mon pantalon », dit-elle, toute honteuse. Les policiers acceptent qu'elle se change, puis la conduisent à l'extérieur. Ils ont pris soin d'appeler les journalistes qui sont déjà devant la maison, avec caméra et appareil photo. Un journaliste prend une photo. Patricia est dans la voiture de police. Elle a un grand sourire aux lèvres. Elle est menottée, mais elle lève le poing, comme les révolutionnaires. Elle est conduite en prison où elle remplit un formulaire. Nom. Patricia Campbell Hearst. Surnom. Tanya. Taille. Poids. 1m57, 45 kg. Profession. Patricia regarde l'officier, qui repose la question. Quelle est votre profession? Guérilla urbaine. Patricia se trouve maintenant dans une prison de San Francisco. Et elle revendique fièrement ses activités révolutionnaires. Son amie Trish lui rend visite au parloir. Patricia ne le sait pas, mais leur conversation est enregistrée, et voilà ce qu'elle dit. Je vais faire une déclaration publique. Et ce sera un discours féministe révolutionnaire. J'ai complètement changé. Et les avocats, ça leur pose problème pour me défendre, tu vois? Ils veulent me libérer sous caution, mais si ça veut dire rester en prison chez mes parents, non merci. À son petit ami, elle envoie des lettres exaltées. Elle lui dit qu'il est l'amour de sa vie, qu'elle est impatiente de le revoir. Et elle écrit « Il va y avoir une révolution en Amérique et on va faire en sorte qu'elle arrive. » Dans une autre lettre, elle dit carrément « J'espère que les procureurs vont se trancher la gorge et qu'ils se noieront dans leur sang. » Qui aurait pu imaginer qu'elle tienne ces propos 1 an et demi plus tôt? Avec ses parents, les retrouvailles sont d'abord froides, surtout avec sa mère. Mais Patricia semble heureuse de les voir. Les jours passent et les relations se réchauffent. On parle de tout et de rien. Sa mère lui apporte de quoi tricoter. Patricia passe le temps en se faisant des bonnets, des écharpes. Et exactement comme la gentillesse de Willie et Angela l'avaient conduite à devenir une révolutionnaire, l'attention de sa famille, au parloir, la ramène à sa vie d'avant. Elle coupe les liens avec son copain. À la place, elle demande à sa famille de l'eyeliner et du mascara. Tanya disparaît et Patricia Hearst revient. Mais il reste une personne qu'elle ne veut absolument pas voir, Steve, son ex-fiancé. Je la cite, « Il va falloir un putain de chirurgien pour extraire sa tête de son putain de cul. » Son procès se prépare. Et pour la défendre, son père engage le meilleur. Il s'appelle Lee Bailey, c'est la star des avocats. Il a une émission à la télé, ses mémoires sont des best-sellers, il a son propre avion et c'est avec ce beau jet privé, intérieur cuir et service à bord, que Lee Bailey arrive à San Francisco pour rencontrer Randolph Hearst. Ses honoraires, 150 000 $. Ses conditions, pouvoir écrire un livre sur l'affaire. Ça lui rapportera 225 000 $ de plus. Randolph Hearst accepte et lui expose le problème.
Patricia risque très gros, 35 ans de prison. L'angoisse de son père, c'est que Patricia soit poursuivie pour le braquage où une cliente a été tuée. Là, elle pourrait risquer jusqu'à la peine de mort. Le procès United States of America vs Patricia Hearst s'ouvre le 15 janvier 1976. Le public attend depuis 7 heures du matin pour entrer dans le tribunal. Dans le hall, il y a 2 affiches de Patricia en taille réelle. À gauche, la photo avec la mitraillette. À droite, Patricia en tenue de communiante. Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Qui va entrer dans cette salle? Tania ou Patricia? Quand le procès s'ouvre, c'est la stupéfaction. Rebondissement dans l'affaire de Patricia Hearst, la fille du magnat de la presse aurait été en fait l'innocente victime de ces ravisseurs de la fameuse armée de libération symbionnaise. Hier, devant le tribunal de San Francisco aux États-Unis, Patricia a dit avoir constamment vécu sous la menace d'être tuée. « J'ai cru que j'allais devenir folle », a-t-elle ajouté. Ses avocats ont pour leur part prétendu que leur cliente avait été torturée et soumise à un lavage de cerveau. La personne qui entre dans le tribunal et qui prend place dans le box des accusés est une jeune femme avec une jolie blouse en soie et des barrettes dorées. Elle a une belle manucure et un vernis à ongles rose pâle. Elle aussi est pâle. Elle est intimidée. Ce n'est pas Tania. L'Amérique se souvenait de sa dernière photo dans la voiture de police, le poing levé. Elle retrouve l'héritière d'une famille de milliardaires. Ce que dit Lee Bailey, son avocat, c'est qu'elle n'a rien fait volontairement. Il décrit une otage brutalisée, affamée, menacée de mort. Tout du long, Patricia a vécu dans la peur d'être exécutée si elle ne faisait pas ce qu'il lui demandait. Seulement, il y a des preuves. Il y a les cassettes que le juge fait écouter aux jurés, il y a la photo avec la mitraillette, il y a la vidéo du braquage qui est diffusée dans le tribunal, il y a le témoignage de Tom Matthews, ce joueur de baseball à qui Patricia a volé la voiture. Mais l'avocat a réponse à tout. Patricia risquait sa vie si elle ne faisait pas ce que les terroristes voulaient. Et il va même plus loin. À force d'être menacée, elle est devenue comme ses ravisseurs. On appelle ça le syndrome de Stockholm ou le lavage de cerveau. Et pour convaincre les jurés, Lee Bailey fait venir Patricia à la barre. La salle murmure en la regardant se lever. On scrute le moindre de ses gestes. Les journalistes prennent leur carnet, prêts à noter le plus petit détail qui trahirait ses intentions. Mais comme sur la photo à la mitraillette, le visage de Patricia est impénétrable. On ne sait jamais ce qu'elle pense. Son avocat l'interroge. « Pouvez-vous me dire combien de fois ils vous ont menacé de mort si vous ne coopériez pas avec eux ?» Des centaines de fois. Pourquoi vouliez-vous leur faire croire que vous vouliez les rejoindre ? Pour rester en vie. Puis vient le pire, l'affaire des viols. Qu'est-ce que vous a fait William Wolfe ? Il est venu dans le placard. Il a fermé la porte et... Patricia est très émue. Elle a du mal à parler. Pour la première fois, on voit qu'elle est traumatisée. Vous a-t-il allongé sur le sol ? Oui. Et ensuite ? On a eu un rapport sexuel. Ça a été la même chose avec Chin-Kyu, quelques jours plus tard. Puis viennent les questions du procureur. À cette époque, on n'a pas beaucoup de respect pour les victimes de viol. On ne sait pas comment leur parler. Il demande « Est-ce que c'était un viol forcé ?» Patricia le regarde, intriguée, comme s'il y avait des viols qui n'étaient pas forcés. « Pardon ?»« Est-ce que c'était un viol forcé ? Je veux dire, est-ce que vous vous êtes débattu ?»« Non, je n'ai pas résisté. » Mais il insiste. Si c'est un viol, pourquoi Patricia est-elle sortie avec Willy jusqu'à sa mort, 3 mois plus tard ? Difficile à comprendre à l'époque. Mais aujourd'hui, on sait qu'une victime de viol peut occulter le traumatisme pour le surmonter. Au fil des jours, le procès ne s'intéresse plus à ce qu'elle a fait, mais à ce qu'elle est. On s'interroge sur sa sexualité. Pourquoi ne portait-elle pas de soutien-gorge quand elle a été arrêtée ? À quel âge a-t-elle eu son premier rapport sexuel ? A-t-elle déjà couché avec des femmes ? Avait-elle des orgasmes avec son fiancé ?
comme si ça avait un rapport avec le braquage de banque. Patricia est mise à nu. Elle est un objet. Son avocat dit qu'elle n'a rien fait volontairement. En face, on l'accuse d'avoir été stupide et d'avoir gobé tout ce que ses ravisseurs lui ont dit. Mais à aucun moment on ne la regarde pour ce qu'elle est, une jeune femme en colère. Devant le juge, c'est un défilé de psychiatres. Chacun résume cette personnalité complexe en quelques mots. La plupart disent des élucubrations. Mais il y en a un qui, peut-être, a compris. Quelque chose manquait à sa vie. Ce vide semble avoir été comblé par les membres de l'ALS. Ils l'ont impressionné, et particulièrement leur volonté de mourir au nom de ce qu'ils croyaient. De la façon dont elle m'en a parlé, je crois que ça a été un élément très important pour elle. L'avocat prend la parole. Maintenant, votre honneur, j'appelle à la barre Madame Catherine Hearst. Les journalistes reprennent leurs bloc-notes et regardent la mère de Patricia marcher doucement jusqu'à la barre. Elle porte sa robe noire et a toujours le même brushing parfait. Elle avait tout, dit-elle au juge. Mais il lui fallait le contraire de la vie que nous lui offrions. Pour la première fois, quelqu'un regarde Patricia comme quelqu'un qui a agi librement. On aimerait savoir ce qu'elle pense quand elle entend sa mère, qu'elle détestait, la considérer enfin. Après 39 jours, les audiences sont terminées. Le procureur s'adresse aux jurés. « Mesdames et messieurs, nous vous demandons de rejeter le témoignage de la défense parce qu'il n'est pas crédible. Et en ce qui concerne l'intention, de toute façon, on ne peut pas dévisser son crâne pour voir ce qu'il y a dedans. » Mais c'est Lee Bailey qui a le dernier mot. « Ce n'est pas une affaire de braquage de banque, dit-il. C'est une histoire de vie ou de mort. La question c'est, que seriez-vous prêt à faire pour survivre ?» Les jurés partent délibérer. Ils reviennent le lendemain avec le verdict. C'était le procès le plus retentissant de ces dernières années aux États-Unis, un procès qui a coûté près d'1 million de dollars, qui a passionné l'Amérique tout entière, le procès de Patricia Hearst. Cette nuit, les 12 jurés de San Francisco l'ont reconnue coupable. Elle risque 35 ans de prison. Les jurés ne croient pas Patricia. Pour eux, tout était volontaire. Ils ne la croient même pas quand elle dit qu'elle a été violée. C'est une autre époque. Patricia est maladivement pâle. Juste avant que le verdict ne soit prononcé, elle murmure « Coupable ». Elle n'ose pas se retourner vers ses parents, et au moment de quitter le tribunal, elle fond en larmes. La sentence, 7 ans de prison. C'est peu comparé aux 35 ans qu'elle risquait. Mais ça aide de s'appeler Hearst, d'avoir le meilleur avocat et de disposer des 1 225 000 $ pour être libérée sous caution. En contrepartie, Patricia doit être accompagnée 24 heures sur 24 par un garde du corps. Eh bien, Patricia se marie avec lui. Elle braquait des banques et elle mettait des bombes devant des commissariats. Maintenant, elle fait sa vie avec un policier. Ça aide aussi d'avoir des journaux qui impriment l'histoire qu'on veut raconter. Souvenez-vous de ce que disait le grand-père de Patricia. Pour rallier le public à une cause, il ne faut pas dire la vérité, il faut raconter des histoires. Et Patricia raconte son histoire, celle d'une jeune femme traumatisée, qui a réussi à survivre et qui veut maintenant rentrer dans le rang avec son mari policier. Qu'importe si ce n'est pas la vérité. Les Américains, petit à petit, en viennent à la croire. Et le réseau familial est tellement puissant qu'il a accès au président des États-Unis, Jimmy Carter. Et c'est Jimmy Carter lui-même qui signe la réduction de peine. Sur les 7 ans auxquels elle a été condamnée, Patricia n'en passe même pas 2 en prison. Patricia se présente face aux caméras avec un t-shirt sur lequel il est écrit « Pardonnez-moi ». Elle retourne vivre dans le quartier le plus chic de San Francisco. Et elle retrouve sa mère. Après cette épreuve qui les a profondément opposés, elle veut passer du temps avec elle. Ils ont tous changé. Catherine et Randolph ont abandonné leurs activités mondaines. Ils veulent passer du temps en famille, s'éloigner des médias. En fait, cette épreuve leur a fait prendre conscience qu'ils ne voulaient plus vivre ensemble. Ils ont divorcé et sont plus heureux comme ça.
Randolph offre à sa fille un berger allemand. Et depuis cette époque, Patricia s'occupe à élever des chiens et à les présenter à des concours canins. Elle fait du cheval, elle ne travaille pas, sauf pour écrire sa biographie qui lui rapporte 600 000 $. Elle a une première fille en 1981, puis une seconde. Et elle réussit même à obtenir la grâce d'un autre président. En 2001, Bill Clinton l'absout de toutes ses condamnations. Patricia Hearst n'est plus coupable de rien. Tanya la révolutionnaire est définitivement enterrée. Aux dernières nouvelles, Patricia Hearst a remporté des concours canins avec Ruby et Tuggy, ses bulldogs français. Difficile de croire que cette femme a braqué des banques. Elle vit finalement la vie qui devait être la sienne, la vie de sa mère. Mais est-ce que ça veut dire que Tanya n'était qu'un mensonge ? Doit-on vraiment choisir entre Tanya la révolutionnaire et Patricia l'héritière ? Est-ce si compliqué de croire qu'une personne est complexe et qu'elle peut changer ? À chacune des époques de sa vie, Patricia Hearst a utilisé tout ce qui était en son pouvoir pour servir ses intérêts. Elle l'a fait avec une mitraillette, comme avec les millions de dollars de sa famille. Même dans les pires tourmentes, Patricia est sortie vainqueur de toutes les épreuves en étant consciente à chaque instant de la seule vérité qui tienne. Tout ça a eu lieu parce que je suis Patricia Hearst. Si je n'étais personne, rien ne se serait passé. C'était le 3e épisode du podcast Les Héritiers, consacré à Patricia Hearst. Un podcast original Énergie, produit avec l'Acme Productions. Écriture, Romain Weber. Réalisation, composition musicale et mixage, Nicolas Mollet. Avec les voix de Margot Guillemard, Olivia Ross et Mathias Tyran. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je peux vous conseiller plusieurs choses qui nous ont aidés à construire ces épisodes. Le livre Merci Marie-Paty de Lola Lafont, l'enquête American Heiress du journaliste Jeffrey Toobin et la série The Radical Story of Patty Hearst, produite par CNN. Retrouvez la série Les Héritiers sur le site et l'application Énergie, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à la partager autour de vous.